Alors, bonjour Madame Pina, on vous reçoit une seconde fois sur la chaîne pour un texte que vous avez écrit dans un livre qui s'affichera sur le côté, qui s'appelle Critique de la déraison antisémite aux éditions Intervalle, et je les remercie pour l'envoi du livre. C'est un très très bon livre. Et dedans, vous avez justement écrit un texte où vous revenez bien sur le 7 octobre, sur ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre 2023, et sur le fait que peut-être nous, occidentaux, nous n'avons pas pris la mesure de ce qu'il s'est passé là-bas et des liens. On le voit maintenant avec la flambée d'antisémitisme qu'on a dans notre pays, on voit ce lien, mais vous avez l'impression, et j'ai l'impression avec vous, que finalement les Occidentaux n'ont pas tout à fait compris ce qu'il se passe, et c'est là-dessus qu'on va revenir dans cette vidéo. Alors bonjour Madame Pina et enchanté de vous recevoir à nouveau, pardon. Bonjour. Alors on va attaquer tout de suite. Vous écrivez dans le texte dont on parle, vous écrivez que l'Occident n'a pas compris ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 et selon vous finalement qu'est-ce qui fondamentalement n'a pas été compris dans la lecture occidentale de ces attaques en fait? Je crois que ces attaques, justement, illustraient parfaitement le choc des civilisations que l'Occident ne voulait pas voir et qu'elle a longtemps refusé de voir. Il faut voir, à l'époque où le livre de Samuel Huntington sort, il y a en même temps sort le livre sur la fin de l'histoire, qui lui prévoyait plutôt que notre avenir serait radieux, puisque nous étions tous censés aller progresser vers des États démocratiques dans lequel régnerait un capitalisme tempéré, en gros tout le monde comme la France ou les États-Unis. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que ça, c'était le monde tel qu'on aimerait qu'il soit, que la réalité, elle allait plutôt du côté de Samuel Huntington. Mais cette réalité, elle mettait à bas un immense fantasme, et un fantasme qui naît justement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand on se rend compte que l'idéologie raciste que portait le nazisme a amené à quand même plus de 60 millions de morts et un crime contre l'humanité envers les Juifs qui nous a amené à réfléchir même à ce qu'était l'humain et l'inhumain. On est allé tellement loin dans la haine d'autrui et dans la destruction d'autrui qu'on a été amené à interroger notre propre nature humaine, à admettre le monstre en nous et à dire que ce monstre en nous ne devait plus jamais ressortir. Mais pour ça, on a acheté une fiction. Et cette fiction, c'était que la rencontre des cultures ne pouvait être que belle, ne pouvait que nous développer, ne pouvait que nous rendre plus tolérants, plus intelligents, et que finalement, le mélange allait de soi. Or, le mélange, c'est important. On sait tous très bien, même si on le prend à petite échelle, que si on se marie avec sa sœur ou avec sa cousine, il y a des chances que l'enfant bave énormément et pas simplement parce qu'il est enthousiaste. Donc, on a très vite compris que oui, le mélange était essentiel. Mais le mélange des cultures, c'est un peu plus compliqué que cela parce que oui, il arrive que des cultures soient incompatibles et que ceux qui font les bases de la société politique d'une culture ne soient pas compatibles avec ceux qui font les bases de la société politique d'une autre. Et ce qui nous a éclaté au visage le 7 octobre, c'était une incompatibilité fondamentale qu'on refusait de voir, qui était le fait que quand on fonde toute sa société politique sur l'idée de l'égalité des hommes, en reconnaissant une dignité humaine commune, quand on la fonde sur la défense des libertés, notamment des libertés fondamentales, quand on s'interroge sur quelle doit être la hiérarchie de ces libertés fondamentales et que de fait, nous mettons, nous, la liberté de conscience avant la liberté de religion, oui, cela peut entrer en conflit avec des sociétés qui, elles, pensent que finalement, l'égalité entre les hommes au niveau du citoyen n'est pas à défendre, qui préfèrent le dogme aux libertés, bref, qui ont des façons de fonder leur société politique sur à la fois d'autres valeurs, d'autres principes, d'autres idéaux, et que cela entraîne en fait d'autres fonctionnements, et que la démocratie n'est pas désirée par tout le monde, n'est pas vu comme désirable par tout le monde et que nous avons non seulement péché par naïveté, mais une fois que la naïveté n'a pas suffi, nous nous sommes volontairement crevés les yeux. Pourquoi? Parce qu'être mis en face de questions existentielles nous terrorise.
Et pourtant, une fois que l'autre vous a désigné comme étant votre ennemi, vous aurez beau faire toutes les contorsions possibles, le conflit va avoir lieu. Et c'est ce à quoi nous assistons sous nos yeux. La seule question, c'est est-ce que vous êtes armé intellectuellement, ne serait-ce que ça pour faire face à ce conflit, ou est-ce que vous êtes désarmé déjà simplement parce que le simple fait de le regarder déjà vous pèse. Et malheureusement, je crois que nous sommes dans cette circonstance-là. En effet. Alors, on va revenir plus précisément sur les crimes du Hamas et ce qu'il s'est joué factuellement là-bas. Mais je voulais aller d'abord dans votre sens, déjà en disant que j'ai chroniqué sur la chaîne le choc des civilisations de Huntington, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens en parlent et peu le lisent. Et finalement, c'est un livre qui m'a aidé, moi, à comprendre pas mal de choses et à ouvrir les yeux, cette ouverture dont vous parlez. Et du coup, dans ce mouvement-là, vous vous appelez à assumer en fait notre proximité culturelle avec Israël, nous occidentaux. Et finalement, c'est une proximité civilisationnelle. Et je voulais vous soumettre une question en vous expliquant déjà ce qui m'est arrivé. Je suis allé dans une manifestation pro-palestinien et j'étais un petit peu essayer de débattre avec eux, même si on sait que c'est compliqué de débattre avec ces gens. J'ai essayé de débattre avec eux. Ça s'est évidemment mal passé. Mais finalement, il y a des gens qui sont d'origine maghrébine et qui m'ont dit, parce que j'essayais de leur demander pourquoi ils choisissaient ce conflit plutôt qu'un autre. Il y a une centaine de conflits simultanés dans le monde. Pourquoi est-ce que celui-ci est si important pour eux? Et en les poussant vraiment à bout, il y a des gens en face de moi qui ont fini par me dire, mais c'est notre peuple, c'est les nôtres, ils sont notre peuple. Et donc, en fait, on voit cette fameuse fraternité civilisationnelle dont parle Huntington dans son livre. Donc, ça valide ce que vous venez de dire ici, et je crois qu'il faut qu'on voit ça. Est-ce que vous pensez justement qu'on assume cette proximité civilisationnelle avec Israël assez, nous, ici en Europe? Ou est-ce qu'on a un petit peu cette proximité honteuse? Non et en fait, ça a été notre drame. C'est-à-dire qu'il arrive parfois que vous soyez en face de votre vérité. C'est bien beau, une fois que le danger est passé, de prendre la pause et de dire, «Plus jamais ça». Ouais. Super, vous n'avez pas à le prouver, ça ne vous coûte rien Vous quelque n'aurez part. pas notre haine et compagnie. C'est en Voilà, même temps. mais voilà, à partir du moment où ça devient coûteux, là, il n'y a plus personne. Donc ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, c'est la lâcheté profonde. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui explique aussi la difficulté à défendre finalement des valeurs qui sont belles? Parce que derrière la défense d'Israël, c'est la défense de la seule démocratie du Moyen-Orient. C'est la défense du seul endroit, par exemple, où si vous êtes homosexuel au Moyen-Orient, vous pouvez vivre et vous pouvez vivre normalement, dans l'égalité avec tous les autres. C'est un des endroits aujourd'hui le plus créatif, notamment en matière médicale, mais pas que. En termes de recherche, en termes d'intelligence et de créativité. Vous savez, nous, on s'est beaucoup gargarisé du pacte de Lisbonne où l'Europe était censée investir sur l'intelligence. Euh, des années après, on est dans le mur et on voit notre industrie s'affaisser. On ne sait plus produire de médicaments, par exemple, chez nous, où on est vraiment dans une situation compliquée. Là où en Israël, malgré toute la difficulté, on voit exploser une société qui est une société qui se défend et qui, pour le coup, est une vraie société de l'intelligence. Mais notre refus de voir ça, il vient finalement de notre acceptation du déclin. Nous voyons comme destiné à être éliminé ou en tout cas à devenir marginal. Nous qui étions le cœur du monde, l'Europe qui se pensait comme étant le lieu des révolutions industrielles, le lieu d'où était parti finalement ce développement qui a fait la civilisation moderne, se retrouve aujourd'hui latéralisé, voit bien que les grands puissants de ce monde, ils sont aux États-Unis, ils sont en Russie, ils sont en Chine, et en Inde aussi potentiellement. Et ce que l'Europe constate, c'est que finalement la puissance économique va de pair avec la puissance militaire. Si vous voulez imposer vos standards, qu'ils soient culturels, qu'ils soient en termes de production, il faut que vous ayez aussi l'armée pour le faire. Et quelque part, Donald Trump est en train de nous donner une leçon de ce qu'est la puissance que nous avons refusé pendant très longtemps de voir. Nous, comme on savait qu'on était en déclin, on a
j'allais dire capitaliser sur le soft power. On doit avoir, je dois être plus vieille que vous, mais on a dû vivre à peu près les mêmes époques. Rappelez-vous ce qu'on nous disait, c'était au contraire le refus de la puissance vous rendait attractif. Sauf Ouais. qu'il vous rendait attractif, pourquoi? À la fin, vous deveniez la variable d'ajustement de toutes les négociations qui pouvaient se passer autour de vous. Et l'Europe, au lieu d'être devenue une Europe puissante, au lieu d'avoir construit des acteurs extrêmement importants dans le monde économique, dans le monde médical, etc., a organisé une compétition stérile sur son sol et s'est affaiblie elle-même. Or, aujourd'hui, quand vous avez des gens qui ont vu leurs dirigeants leur vendre des promesses de puissance pour en arriver en fait à gérer de la décomposition, qu'ils voient cette décomposition comme un chancre s'étendre en fait à leur souveraineté nationale et ils ont l'impression d'être entourés d'impuissants. Est-ce que vous avez à la guerre quand vous avez le sentiment que votre chef est émasculé et pleure sur ses attributs perdus, mais absolument incapable de se redresser, d'avoir une stratégie et d'être même capable de désigner l'ennemi. Nous, on a aujourd'hui des dirigeants qui fuient ne serait-ce que les mots. Aujourd'hui, déjà que leur action se borne parfois à un simple tweet, même dans les tweets qu'ils émettent, ils n'ont pas le courage d'utiliser les bons mots. Par exemple, sur ce qui s'est passé en Australie, on a un président de la République qui évoque soigneusement le terme d'islamisme, par exemple. Donc, comment voulez-vous? On fait la guerre avec l'armée qu'on a, mais on fait surtout la guerre avec les chefs que l'on a. Quand les gens regardent leurs dirigeants politiques, ils se disent on est mort, vaut peut-être mieux qu'on se soumette. Peut-être que la seule manière de survivre, c'est de ne pas la ramener trop. Et donc, de façon inconsciente, on joue perdant. On joue perdant au niveau de l'Europe, on joue perdant au niveau de la France, parce que quand vous poussez les personnes en leur disant, mais enfin, on ne comprend pas, on a des gugus qui hurlent mort aux Juifs, parce que c'est ce que signifie aujourd'hui le drapeau palestinien, qui appelle à l'intifada, donc au massacre, à notre massacre sous nos yeux, et vous avez des politiques qui ne font rien. Et à côté de ça, vous voyez des gars envoyer des blindés, des hélicoptères pour aller abattre des vaches dans une ferme dans l'Ariège. Et vous vous dites, mais avec des gens incapables en fait de voir où est le danger, le vrai danger, et de se mobiliser sur le vrai danger, eh bien il vaut mieux faire profil bas. Et comme aujourd'hui, les gens pensent qu'il y a une cinquième colonne islamiste en France, que cette cinquième colonne, ils en voient la trace. Ils le voient d'ailleurs dans l'influence qu'elle a sur la jeunesse maghrébine, mais pas que. Il faut Mm. voir le recul quand vous discutez avec des jeunes sur la question de l'égalité homme-femme, sur la question du respect de la religion. Même vos propres enfants sont contaminés par ces manières de penser. Donc ils ont des dirigeants qui leur paraissent pas courageux, et des gens sur place qui leur semblent organisés, structurés, qui partagent la même manière de penser, les mêmes objectifs et qui ont l'air de n'avoir pas peur de verser le sang, voire même de jouir de la violence. Ils se sentent abandonnés, désarmés et pas aptes à lutter contre cette sauvagerie-là. En fait, ils regardent leur manchon en dentelle et en face, ils ont des gens qui sont habitués. D'ailleurs, par exemple, ça peut paraître tout bête, mais euh, ma mère, il n'y a pas très longtemps, chez nous, il y a des lâchers de faisans quand il y a la chasse et elle a voulu laisser passer tout un troupeau de faisans, mais il y en avait un retardataire et manque de bol, elle lui a roulé dessus, elle l'a plumé pour le manger. Je l'ai regardé faire, je ne sais pas plumer une volaille. Mm. Ma mère, elle sait plumer une volaille et elle sait la tuer si on la lui demande. Et ma grand-mère aussi. Nous, pas du tout. Moi, j'avais des copains qui m'expliquaient, d'ailleurs, ils détestaient ça, ils en sont toujours restés choqués, qu'on leur avait demandé de venir participer à l'Aïd et d'aider à tenir la bête ou à tenir le couteau. Ils me disaient, mais je ne voulais pas tuer cet animal, mais il y a au moins, je ne sais pas si c'est au moins le bon terme, mais en tout cas, il y a une forme de proximité aussi avec ça. Et il y a le geste de l'égorgement aussi. Le geste de l'égorgement terrorise.
Parce que vous vous dites une balle, un coup de couteau, vous avez l'impression que peut-être vous pouvez vous en sortir. L'égorgement, on le fait aux animaux, c'est lié au sacrifice humain, donc ça fait remonter quand même des choses, un magma historique extrêmement lourd, et surtout, c'est impossible à arrêter, à soigner, donc ça vous projette tout de suite dans un univers à la fois très codé et d'une violence extrême. Et le mélange de code et de violence, c'est peut-être ce qu'il y a d'absolument terrorisant. Donc, nous avons anticipé que nous étions abandonnés, que le danger était déjà dans la bergerie. Ouais, effectivement. Pour protéger les petits, je donne un petit conseil comme ça, les petits de la civilisation islamique qui arrive ou de la religion, je leur propose un vaccin spinoziste. Il faut lire Spinoza, vous verrez, ça va les calmer. Et pour aller Mais dans votre... il faut arriver à lire Spinoza, ceci dit, parce que c'est extrêmement exigeant. Et là, c'est pareil, on se rend compte que on est en train de priver nos enfants des armes intellectuelles pour aller vers ce type de lecture et vers ce type de réflexion. Même pour moi, même aujourd'hui, Spinoza, j'ai besoin qu'on m'accompagne, par exemple. Je peux le lire, mais j'ai besoin de lire des gens aussi qui le lisent et qui me décrivent son environnement spirituel, temporel, et qui vont m'aider à comprendre la complexité de sa pensée. Et malheureusement, aujourd'hui, on affaiblit cette capacité justement à nous renforcer intellectuellement et spirituellement, parce que vous avez plein d'enfants qui aujourd'hui auront du mal à aller vers Spinoza, à aller vers ce rapport au texte qui est exigeant, et aller avec cette subtilité dans le rapport à la religion, parce que c'est pas non plus, c'est pas un bout de feu, Spinoza. Sans être un bout de feu, c'est peut-être un des hommes les plus rebelles pour autant qui existe, mais bon, ça, Mais c'est ça, qu'en France Culture, on fait un relativiste bobo, un petit peu imbécile, ça me ça fait fatigue un peu. mal. Ouais, ça fait mal. Mais bon, bref. Et puis je voulais parler aussi vite fait, rapidement, parce qu'on est sur une chaîne littéraire, mettre comment dire, des petits repères au niveau des livres. Discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie nous explique que si on veut asservir un peuple, il est quand même intéressant de retirer la virilité des hommes. Vous en avez parlé, c'est pour ça, ça m'y a fait penser. Et vous pouvez écraser à loisir un peuple tranquillement. Je voulais maintenant qu'on revienne sur justement les faits en fait le 7 octobre. Vous écrivez que les Palestiniens en fait qui ont perpétré les attentats du 7 octobre en Israël se sont comportés pire que les nazis. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément par là? Est-ce que vous faites Bah, une comparaison historique ou est-ce que c'est au niveau de voilà la barbarie qui a été perpétrée? oh, je pense que la barbarie était équivalente, mais ce qu'on a vu chez les nazis, c'est l'obsession de cacher le crime. Hmm. Il y avait cette volonté, et ça, c'était jusque dans le verbe. On va Hmm. parler de solution finale. On va utiliser des termes. Il y a Klemperer qui va faire toute une étude sur justement le langage du totalitarisme et qui montre à quel point les termes sont là pour euphémiser la réalité et que c'est ce qui permet à tout le monde d'y adhérer et puis surtout d'avoir une posture sociale. C'est-à-dire que vous avez un discours à débiter à tout votre entourage, qui est un discours parfaitement faux, mais qui est très lissé Hmm. et qui paraît en fait très institutionnalisé. Et donc il y a ce premier travail, j'allais dire, qui est de masquer la réalité ou de l'édulcorer. Vous n'avez pas du tout ça. C'est-à-dire que quand vous allez lire, par exemple, ou écouter ce que des gens comme Nasrallah, comme tous les leaders du Hamas, d'ailleurs, dont on a eu des extraits, disent, vous avez des gens qui appellent à faire couler le sang, pas seulement le sang des Juifs, bien sûr, celui-là sous tous les angles. Vous tendez un micro à des gamins. Vous avez une petite gamine, elle est mignonne, elle a des grands yeux, on dirait elle est, voilà, elle est toute craquante et qui va vous dire, mais en fait, le meilleur moyen d'aller au paradis, c'est de tuer un juif. Et qui va vous dire, pour sauver la dignité de mon peuple, il faut en tuer un maximum. Et moi, si je suis une martyre, je serai fière. Et vous avez d'autres gamins. Bref, les gens sont éduqués comme ça, mais de façon, il n'y a rien qui est caché. Les discours de leurs leaders appellent à verser le sang, mais ils en arrivent même à verser, appeler à verser le sang de leur propre peuple, en disant plus il y aura de morts chez nous,
plus nous allons susciter l'élan des Occidentaux et plus nos éléments de langage et notre vision du conflit va infuser en Occident. Donc ils traitent vraiment, y compris les leurs, j'allais dire comme des objets, ce sont des outils politiques. Ils n'ont jamais essayé de cacher ce qu'ils ont fait. Ils ont filmé, ils ont envoyé, ils ont montré en direct à des parents les tortures et l'assassinat de leurs enfants. Ces images, ce que Israël a pu montrer des horreurs du 7 octobre, elle les a récupérées sur les GoPro des islamistes qui étaient morts. Et on voit des images dans lesquelles on voit tout l'aéropage du Hamas qui est réfugié à l'époque à Doha, qui littéralement jouit devant la télé en assistant en direct à ce que leur envoient les assassins qui sont en train de faire un massacre dans les kibboutz. Ils assistent en direct au viol. On a du mal à imaginer pareille horreur. Et ils les diffusent. Et l'autre chose, c'est qu'on a rarement vu quelqu'un qui tient un camp de concentration être acclamé par la foule en Allemagne. On les a rarement vus traîner des juifs massacrés derrière je sais pas, leur voiture. Là, à la fin du massacre, quand ils ont ramené des filles désarticulées, vivantes ou mortes, il y avait une espèce de spasme de jouissance dans toute cette foule. Et dans cette foule, il y avait des gamins. On a des témoignages d'otages qui racontent comment ils ont été des fois arrêtés par des groupes dans lesquels il y avait Ouais. des gamins qui avaient une dizaine d'années, voire moins, des viols avec des gosses de 14, 15 ans. Voilà, c'est ça aussi cette réalité. On sait que le 7 octobre, il y a eu trois vagues. Une première vague qui était celle des combattants aguerris du Hamas, les gens qui faisaient partie du plan, si on peut dire. Une deuxième vague qui était les militants qui étaient au courant, qui ont marché sur les traces de l'armée. Il y a toujours eu ça dans toutes les batailles. Mais une troisième vague qu'on connaît aussi, qui était les civils. Mais cette troisième vague, elle a été énorme. Elle n'était pas petite. Et dedans, il y avait des vieux, il y avait des gamins. L'image, par exemple, on se souvient de ce jeune homme qui appelle sa mère en totale crise d'hystérie en Mm, disant j'en ai tué 10, j'en ai tué 10. Il n'est pas vieux. mm, mm. Voilà, on a en fait tout a été renseigné. Le fait que dès le lendemain ou 2 jours après, alors que la riposte d'Israël n'avait pas commencé, le discours sur le génocide et l'appel à continuer la violence contre les Juifs, il est réel. Il arrive extrêmement vite et il est dans la bouche de tous les relais d'opinion en Europe du Hamas et tous les relais d'opinion qui sont notamment proches des frères musulmans. Ça, on l'a. Ce sont des faits, c'est un déroulé. Eh bien, allez, on sait aussi de façon très claire et très pertinente, il n'y a pas de génocide. On a eu des analyses qui ont été faites par des spécialistes, des gens qui n'y mettent rien. Ce sont des spécialistes de la guerre et des conflits, dont un des travaux, par exemple, est de dire est-ce que la guerre à Gaza a été la guerre la plus atroce du 21e siècle? On va dire ça parce que du 20e siècle, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Si on prend les batailles ou les guerres du 20e siècle, non. En nombre de morts, en ratio population-mort, du 20e pas du tout, mais du 21e c'est pareil. La guerre du Tigré fait beaucoup plus de morts, la guerre en Syrie fait beaucoup plus de morts, la guerre au Soudan, les conflits au Nigeria, tout ça, c'est des nombres de morts absolument énormes, y compris ramenés aux zones géographiques. Maintenant, si on fait le décalage militaire-civil, même en prenant en partie les chiffres du Hamas, pas les faux, mais admettons qu'on parte sur 78 000 morts, par exemple. Et bien même dans ce cas-là, le ratio civil militaire, enfin combattant, entre guillemets, il est Ouais, très bas pour une guerre moderne, notamment pour une guerre qui se passe en complètement. milieu urbain. Bref, tous les items montrent que, un, ce n'est pas un génocide, mais deux, c'est pas un conflit atroce. Et vous savez pourquoi on arrive à ça? Eh bien parce que Israël sacrifie ses enfants. Elle envoie mourir ses fils pour protéger des terroristes
et les graines qu'ils ont plantées, qui sont tous ces gamins qui sont sans doute innocents à la base, mais qui ont été éduqués pour devenir des tueurs et des monstres. Et ça, eh bien, que fait l'Occident? Il l'a sous les yeux. Il a la preuve que tout ce qui a été dit sur le fait que sous les hôpitaux, sous les mosquées, sous les écoles, il y avait des réserves d'armes, que dans les endroits où se trouvaient les ONG, il y avait les QG du Hamas. Tout ça, c'est renseigné, c'est prouvé. Et que fait l'Occident? Il continue à payer l'UNRWA pour radicaliser ces gamins. Il continue à payer la Cisjordanie qui paye des terroristes pour faire un maximum de morts. Bref, il continue à payer ceux qui veulent le détruire, ceux qui veulent nous tuer, qui le disent, qui ne s'en cachent pas et qui doivent quand même nous regarder avec un étonnement profond en se disant, mais à ce stade de débilité, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'ils s'éliminent eux-mêmes et moi, je regarde ça et je me dis, mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Alors, on va reparler de l'UNRWA un petit peu plus tard, mais dans un premier temps, je voulais simplement vous demander comment ça se fait qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que c'est quelque chose qui est intéressant dans votre texte. Vous dites, en fait, alors déjà, vous rappelez quelque chose qu'on n'arrive plus à entendre à cause de cette espèce de dogmatisme du palestinisme, en fait, qui s'apparente à une religion sans Dieu et qu'on écoute de partout, mais on oublie, et vous nous le rappelez dans votre magnifique texte, on oublie qu'en fait, ce sont les Arabes qui ont refusé la création de l'État palestinien au départ. Israël a accepté tout de suite et plusieurs fois. Et à chaque fois, les Arabes ont refusé en fait tout ça parce qu'ils souhaitent en fait qu'il n'y ait pas Israël. C'est pas tant qu'ils souhaitent, et vous le rappelez, c'est pas tant qu'ils souhaitent un État palestinien, c'est qu'ils souhaitent qu'il n'y ait pas d'État juif en fait. Et vous rappelez ça. Et puis le second point qui est intéressant aussi dans votre texte, c'est que vous rappelez également que quelque chose qu'on a oublié, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la puissance, c'est-à-dire que des gens comme des gens du Hamas et la population qui malheureusement les soutient, on ne peut pas faire la paix avec ces gens tant qu'on ne les a pas mis à genoux en fait. C'est ça, non? Oui, c'est pareil qu'avec les nazis, c'est-à-dire que quand vous êtes en face d'une idéologie totalitaire, oui, il faut la briser pour qu'il puisse se passer autre chose après, avec des gens qui sont sur d'autres logiques et qui aspirent à d'autres choses. Et c'est possible, on le voit, il y a quelque chose. Le problème, c'est que souvent, ce qui va être déterminant a parfois l'air annexe. Mais tout ce monde-là vit sur une rente qui s'appelle la rente pétrolière, sauf Israël. Cette rente-là est en train de s'épuiser. Ces gens-là n'ont pas formé leur peuple. Ces gens-là, en plus, ont de grosses difficultés à l'intérieur même de leur nation, qui est qu'ils sont fondamentalement féodaux. Donc, on ne va pas parler d'esclavagisme, ça risque de vexer beaucoup trop de monde, mais vous avez des sociétés où très peu de gens ont la citoyenneté et beaucoup d'autres sont là au service de ces puissants. Mais les ratios, vous savez, on a beaucoup parlé de l'arme des ventres. Ben là, il y a aussi un problème de ventre à un moment donné sur une population dont les dynamiques ne peuvent amener qu'un affrontement à terme. Donc, il y a des problèmes énormes. Et vous voyez les plus intelligents de ces dictatures qui commencent à se dire, mais peut-être que Israël peut être un partenaire. Alors c'est toujours extrêmement ambigu, mais ce qui s'est passé au moment des accords d'Abraham, c'est aussi cette tentative de se dire, la rente pétrolière va s'arrêter. Pour l'instant, les seuls qui arrivent à être extrêmement créatifs dans le coin, c'est Israël. On a peut-être intérêt à pacifier les choses et à regarder ce qu'on peut faire tous ensemble. Donc on voit émerger peut-être une piste qui pourrait être un embryon de paix, mais ça ne peut pas se faire aujourd'hui avec la Palestine. D'abord parce qu'il y a deux problèmes, et il y a un problème dont on ne parle jamais, c'est un problème géographique. Autrement dit, les Anglais sont de vrais salauds. Ils ont découpé ce territoire afin qu'Israël disparaisse très vite. Ils ont fait en sorte que les frontières d'Israël soient indéfendables et que Israël soit sous la dépendance de tous ses voisins. Par exemple, ils n'avaient pas le plateau du Golan, c'est là d'où parlent les sources. Sans eau, vous ne pouvez pas avoir de pays. Et je peux vous faire ça sur énormément et malgré tout, Israël a dit oui parce qu'ils ont estimé qu'un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras.
et que de toute façon, ils investiraient et ils transformeraient ce que le sort leur avait donné. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont aussi conquis des territoires, mais ces territoires, ils sont légitimes. C'est-à-dire, sans ces territoires-là, Israël ne peut pas survivre. Donc il faut arrêter avec ce type de conneries et redevenir un petit peu rationnel. Jérusalem doit être à Israël, parce que c'est les seuls qui assureront pour le coup, un vrai accès au lieu des trois religions. Parce que dès que l'islam met la main sur un espace, et c'est le cas par exemple de l'esplanade des mosquées, dont on rappelle qu'un certain nombre de scènes bibliques sont censées être tenues là-bas, eh bien, c'est très difficile d'y accéder quand vous êtes d'une autre religion que la religion musulmane. Donc l'islam n'offre aucune garantie de respect d'autres religions que la sienne. Et enfin, si on est cohérent jusqu'au bout, euh, on admet qu'aujourd'hui, les Palestiniens, ça n'existe pas. Ils ont été créés et inventés. Pourquoi est-ce qu'ils existent? Ben, c'est simplement parce qu'on leur a donné un statut de réfugiés héritiers qui les empêche d'accéder à une vraie nationalité. Même lorsqu'ils ont la nationalité d'un pays, ils continuent à mettre en avant ce palestinisme. Pourquoi? Parce que ce palestinisme est là pour justifier la haine des Juifs. Il doit délivrer un récit qui est un récit de colonisation. Alors c'est très drôle parce que vous vous dites, s'il y a bien un livre référence pour toutes les religions, c'est la Bible, et s'il y a bien un livre qui dit que ce pays, c'est le pays ancestral du peuple juif, c'est bien celui-là. On voit que personne n'en a rien à cirer. Ça devient très drôle quand les Palestiniens essaient de s'inventer en fait une généalogie qui puiserait ses racines chez les Philistins. Ça n'a absolument rien à voir. Bref, on est dans un vrai délire. Mais surtout, ils sont là parce que la présence sur une terre d'islam d'un État juif, c'est un sacrilège. Et contre ce sacrilège, eh bien, il est important de mener un djihad. Et les Palestiniens sont là pour que le peuple juif n'ait jamais une seconde de tranquillité, pour que l'existence d'Israël puisse être remise en cause tous les jours, toutes les minutes, toutes les heures. Je vais dire que Dieu fait pour une incroyante, c'est drôle, mais voilà, admettons, c'est l'expression qui veut ça. Ils ne sont pas là pour réclamer un État, ils sont là pour détruire celui qui existe. C'est pour ça qu'ils l'ont en permanence refusé, parce que accepter l'État de Palestine, c'est accepter Israël, et ce symbole-là, ils n'en veulent pas. Complètement. Alors, vous êtes revenu tout à l'heure sur la barbarie qui a été perpétrée par le Hamas et par les civils et par les militants le 7 octobre. On va revenir en Occident à la lumière de ces éléments barbares que l'on a tous vus, si on n'est pas dans le déni et qu'on n'a pas essayé de se cacher la réalité. Euh, Comment est-ce possible, à la lumière de cette barbarie, qu'une certaine gauche, presque toute la gauche française, la gauche politique française, a essayé d'euphémiser ce qui s'est passé et de nous faire croire que finalement, les Palestiniens, c'était des résistants et que on a beaucoup écouté, ah mais vous savez, ça n'a pas commencé le 7 octobre, il faut regarder l'histoire longue. Alors déjà, quand on regarde l'histoire longue, c'est pas forcément, comment dire, très favorable aux Palestiniens, mais quand bien même, on peut pas excuser ce genre de barbarie. Comment la gauche arrive à se regarder en face en faisant ça, en nous expliquant finalement que ce sont des résistants. Ce serait comme la résistance française, on me l'a dit à moi. C'est fou. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous ces mots-clés sont les éléments de langage du Hamas et des islamistes. Et on les retrouve, si je puis dire, chimiquement purs dans la bouche de tout LFI, mais pas que de LFI. Il faut aussi reconnaître que ça serait intéressant de se pencher sur un certain nombre de tweets d'élus de banlieue. Je pense par Mm. exemple à des gens qui sont sur Sergi, qui sont Mm. PS et qui écrivent et répandent un certain nombre d'horreurs. Donc, j'invite à aller regarder en fait ce que produit la gauche en règle générale, parce que c'est extrêmement choquant. Et ce discours, en fait, ce qu'il prouve, il prouve que si nous ne comprenons rien aux islamistes, eux, ils nous connaissent et ils nous connaissent sur le bout des ongles. Et ils savent exactement quel est notre imaginaire et quels sont nos symboles et quels sont les outils mentaux qui vont susciter des projections chez nous. Et effectivement, les nazis,
lorsqu'il parlait des résistants en France, parlait des terroristes. Mais je rappellerai qu'aucun terroriste n'a jamais fait une virée, qu'aucun résistant n'a jamais fait une virée en Allemagne pour aller buter dans un petit village des gens qu'il estimait être proches des nazis. Je ne sais pas, leur mère, leurs femmes, leurs enfants, leurs tantes, j'en sais rien. Aucun résistant n'a jamais fait ça. Quand ils ont abattu des gens dans la rue, c'était des colonels SS, c'était des gens de la Wehrmacht, c'était des combattants comme eux. Ils sont jamais allés massacrer des femmes et des enfants. Sont jamais allés sortir des familles pour les abattre en les torturant. Bref, on ne parle absolument pas de la même chose. Mais ce que ça installe dans l'idée, c'est l'idée de juifs comme une force d'occupation illégitime. Et on renvoie à la dernière occupation qu'a connue la France, qui est le nazisme. Et donc ça joue aussi, c'est la première tentative de nazification des juifs, elle est déjà là-dedans. Ensuite, ça permet quoi? Ça permet aussi de rattacher la haine des juifs à la haine de l'Occident. Parce que derrière cette histoire, eh bien, on construit l'histoire de la colonisation. Or, aujourd'hui, euh, par où la gauche critique-t-elle et remet-elle en cause finalement notre civilisation? Elle le fait sur la base du colonialisme. Mm. Euh, et dans toutes ces histoires qui sont en train de remonter, eh bien, on essaie de déterminer un monstre et une victime, un bourreau et une victime. Et donc, côté des bourreaux, les Juifs étaient du côté de la victime absolue, il faut les renvoyer au bourreau. Les Occidentaux ont tenté une forme d'organisation politique qui contrarie énormément des régimes beaucoup plus autoritaires et notamment théologiques. Eh bien, il faut montrer qu'ils sont qu'un leurre. Mm. Et le colonialisme, ce qu'il instruit, c'est le procès de la promesse républicaine. Il vous dit, mais regardez, ces gens vous parlent de liberté et d'égalité, mais dans le fond, ils ont soumis les peuples, il n'y a que leur intérêt qui les intéresse, que les relations internationales aient toujours été comme ça et continuent d'être comme ça, on l'élimine complètement, qu'à l'intérieur des États, on ait pu avoir aujourd'hui en Occident des mondes dans lesquels vous pouvez, j'allais dire, suivre vos propres aspirations, dans lequel on n'est pas les éléments d'un nous sur lequel nous n'avons aucun moyen d'action. Nous, on est libre de poursuivre nos propres buts. Eh bien, cela, ça pose de gros problèmes à des endroits du monde qui vivent sur la distinction. Autrement dit, il y a très peu de gens qui peuvent accéder à la richesse. Les autres doivent être dans le service. Sur des endroits du monde qui, eux, sont purement féodaux et qui accusent de colonialisme, le seul espace politique dans lequel on est allé aussi loin sur la liberté des hommes, sur leur autonomisation, sur leur émancipation. Complètement. Alors, on va revenir sur l'UNRWA parce que c'est un point important de votre texte et je trouve que c'est intéressant. Alors, l'UNRWA, c'est une agence de l'ONU en fait qui est dédiée aux réfugiés palestiniens et c'est une organisation que l'on finance nous Français. La France finance en partie l'UNRWA. Et en fait, cette agence, vous étiez en train de nous expliquer en quoi finalement elle a contribué à entretenir le conflit et à entretenir la haine contre Israël et contre l'Occident. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus précisément cela? Oui, alors ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, l'UNRWA même a pu tirer la sonnette d'alarme sur justement la radicalité qui est la façon dont les pays arabes en fait radicalisaient et instrumentalisaient la Palestine. Mais il se trouve que depuis quelques années, en fait, c'est très simple. À partir du moment où un territoire est dirigé par une force terroriste, parce que le Hamas, c'est ça, on a vu ce qu'ils faisaient aux Juifs, qui est une horreur, mais il faut voir comment ils traitent leur propre peuple. C'est un régime de terreur absolue qu'il y a à Gaza. Vous ne pouvez pas travailler avec des gens comme ça, Mm. c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule logique. Autrui n'existe pas d'autre raison que la leur, d'autre vision que la leur. Ils ne peuvent même pas en entendre parler.
Quand vous devez travailler avec des gens comme ça, c'est simple. Soit vous êtes assez fort pour leur tordre le bras. Vous vous appelez Trump et éventuellement, vous pouvez leur demander deux, trois bricoles. En gardant le fusil bien pointé sur eux, ils finiront par le faire. Vous n'avez surtout pas intérêt à lever l'arme avant que la tâche soit terminée. Ou alors, eh bien, vous êtes sous leur domination. On voit très bien que ce soit, mais le problème, c'est que ça va commencer en fait avec les grandes agences de journalistes comme l'AFP, comme Reuters, donc si vous voulez travailler à Gaza, vous le faites sous les ordres du Hamas et vous devez dire ce que le Hamas vous demande de dire. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Vous savez pourquoi? Parce que tous les journalistes qui sont là-bas ont des fixeurs. Les journalistes anglo-saxons qui ont un petit peu plus de courage que nous, qui ont peut-être craqué avant, ont raconté qu'en fait le Hamas leur demandait et relisait leur papier et que si on n'obéissait pas, eh bien ils allaient abattre un membre de la famille, un gamin, la femme, du fixeur ou des gens qu'ils avaient pu croiser ou qu'on leur avait présenté. Ouais. Donc, j'allais dire, le lien entre ce que vous écrivez, ce que vous dites et les conséquences que ça va avoir sur place, il est direct et il est d'une violence incroyable. Vous imaginez un petit journaliste français, mais même comme moi, on est des fleurs de serre. Vous vous retrouvez là-bas, quand bien même vous avez le cuir un petit peu tanné, ça, ce lien-là, et vous ne pouvez pas. Donc, ou vous arrêtez, ou vous vous soumettez. Pourquoi est-ce qu'autant de gens se soumettent? Bah là, je pense que c'est Samuel Fitoussi finalement qui nous le raconte le mieux. Samuel Fitoussi, ce qu'il nous dit l'homme n'a pas été créé pour être un vecteur de vérité. Il n'a pas été créé pour prendre le parti de la vérité contre le groupe. Il a été créé pour la survie. Et la survie, elle vous dit qu'il vaut mieux partager un mensonge commun que défendre une vérité isolée. Un Elle vous livre que j'ai chroniqué, pardon, aussi, que vous pourrez retrouver, je le mettrai en lien. Voilà. Elle dit que le groupe, c'est ce qui vous sauve quand vous êtes un être humain. Nous, on n'a pas de griffes, on n'a pas de dents, on est faible, on est mou, il n'y a que le nombre et le nombre avant l'intelligence. Euh, Complètement. Voir que l'intelligence peut même parfois, en vous amenant à poser un acte de courage, être quelque chose qui fait que vous ne vous reproduirez pas. Et ils disent donc, l'avantage en fait de reproduction, il va au lâche, il va pas au courageux. C'est assez drôle, mais je pense que c'est pas entièrement faux. Et Ouais. oui, je pense que ça joue quelque chose d'extrêmement fort dans ce qu'on est en train de vivre aussi. C'est-à-dire que finalement, ces journalistes ces hauts fonctionnaires ou ces membres d'Action humanitaire, ils baignent dans un milieu dans lequel ils ne reçoivent qu'une seule source d'information, dans lequel des gens sont exaltés au plus haut point parce que ils vivent dans un monde de fous. Donc vous ne survivez que par une énergie à peu près délirante. Et en même temps, s'il diverge de la ligne, les conséquences sont terribles. Donc à la fin, comme ils trahissent tous les principes qui font l'honneur d'un homme, il vaut mieux adhérer à la vision du monde de ceux qui vous tiennent par les couilles plutôt que les contrarier. Donc à la fin, il peut y avoir aussi une forme d'adhésion sincère parce que vous finissez par acheter, vous achetez le génocide, vous achetez le massacre des bébés, vous achetez Pallywood parce que tout ça, ça justifie le fait qu'en fait vous êtes en train de trahir tous les fondamentaux de votre civilisation, que vous savez que vous finissez par servir l'antisémitisme, que dans le fond vous voyez les horreurs qui ont lieu chez nous. Vous voyez les conséquences de l'importation de ce conflit et que pour ne pas vous sentir comme une merde, eh ben, il vaut mieux que vous soyez croyant. Et aujourd'hui, la gauche, elle est tellement loin, elle a soutenu tellement n'importe quoi qu'elle ne peut plus reculer. Elle va même encore hystériser les choses et tout ça va s'effondrer parce que la vérité est là, parce que les images sont là, parce que les chiffres sont là. Donc c'est une course qu'elle va perdre, mais elle veut faire le plus de dégâts possible avant de la perdre. Alors, vous nous avez parlé d'un Occident finalement sans puissance et sans boussole morale.
Vous écrivez dans votre texte finalement que oui, les Occidentaux se paient de mots et que finalement ils ne s'aiment plus et qu'ils n'ont finalement plus rien à défendre en fait. Est-ce que vraiment on en est là en France par exemple? Est-ce que vraiment on ne s'aime plus au point qu'on n'a plus envie de vivre en fait? On a, en tant que civilisation, on se laisse mourir, on est dans un véritable déclin. Est-ce qu'on en est là vraiment? Oui, mais après tout, les civilisations sont mortelles et le déclin, ça existe, mais les seuls combats que l'on est sûr de perdre sont ceux que l'on ne mène pas. Je trouve que notre société, en fait, il y a un vrai décalage entre une élite. Alors, je sais que c'est toujours très caricatural de prendre le mot élite, mais je prends le mot Mm. élite parce que ça va au-delà des dirigeants. On a aujourd'hui, par exemple, dans le monde artistique, des gens qui ont passé leur temps à donner des leçons à tout le monde et qui aujourd'hui, face à un problème existentiel, quelque chose qui est quand même connu depuis la Seconde Guerre mondiale, sont d'une discrétion de violette. C'est Mm. magnifique d'être aussi modeste. On a des journalistes qui servent le mensonge et qui, mis le nez dans leur caca, si l'on peut dire, se défilent encore. Euh, on a des syndicalistes qui portent un discours qui est absolument aberrant. On a un vrai problème au sein de l'université française et à cause d'une cabale initiée par des professeurs, on ne peut pas faire d'enquête sur la montée de l'antisémitisme à l'intérieur de l'université. C'est devenu tabou. Donc je parle bien d'une élite qui abandonne le combat, peut-être parce qu'elle pense qu'elle, elle peut s'en sortir. Mm. Mais vous avez un peuple, au contraire, qui est très en colère, qui a identifié ce qui étaient les questions existentielles, qui demande des réponses politiques et qui montre toute sa révolte par ses votes. Les derniers sondages que l'on a, où Jordan Bardella, qui est pourtant pas la tout premier du RN, c'est-à-dire que quand les gens ont vu les journalistes, nous, quand on a discuté entre nous et qu'on a vu que on pensait que la leader du RN ne s'en sortirait pas, on s'est dit, ça va être compliqué pour le petit jeune parce que déjà les Français ont élu un président de la République jeune, ils en sont pour le moins revenus, pas sûr qu'ils aient envie de quelqu'un aussi frais, dirons-nous pour être très polis. Et pourtant, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc là, ce qu'on voit, c'est en fait un tel ras-le-bol que, il y a une dynamique politique qui est en fait une vraie dynamique politique. Quand vous l'observez, elle n'est pas rationnelle. Mm. C'est-à-dire que tous les embûches que vous mettez sur le chemin et qui d'habitude freinent ou ralentissent, tout d'un coup, on l'a vu en 2017, rien ne pouvait arrêter Emmanuel Macron alors qu'il y a des gens qui ont sorti des histoires qui auraient pu vraiment le blesser. Ou... Non, c'était... Là, on a le sentiment qu'il est en train de se passer la même chose. Ça fait hurler justement tout ce corpus politique qui du coup nous dit, mais enfin, vous n'avez rien appris de la Seconde Guerre mondiale. Regardez, vous, électeurs, vous en arrivez à donner la majorité à un parti qui est un parti d'extrême droite. Et là, quand vous êtes un observateur de la vie politique, vous vous dites, c'est gonflé quand même parce que vous n'avez fait respecter aucune des choses qui sont des marqueurs de l'extrême droite, à commencer par l'antisémitisme, à commencer par la justification de la violence politique, à commencer par la Mm. déshumanisation de l'adversaire. Or, si ces items sont traditionnels de l'extrême droite, aujourd'hui, ils sont mis en œuvre par l'extrême gauche et par la gauche. Mm. Et de l'autre côté, du côté de l'extrême droite, il y a en tout cas une tenue dans le verbal qui fait que vous n'attrapez pas leur leader en plein dérapage verbal. J'imagine que si on gratte, on doit trouver forcément des mecs en train de dire des horreurs. Mais là, dans le cas de LFI ou dans le cas du PS, ce sont les principaux leaders. C'est des Mélenchon, ce sont des Faure, ce sont des Portes, ce sont des Rima Hassan. Ce sont les gens qui sont mis en avant, qui dérapent de façon quasi permanente. Donc là, ça devient vraiment visible et choquant. Et je ne vois pas comment on pourra arrêter ce mouvement-là en ayant pour seul discours ne votez pas pour les méchants.
quand vous avez un président de la République qui n'est même pas à la hauteur pour condamner l'antisémitisme. En fait, ce dont notre classe politique ne se rend pas compte, c'est que elle a validé, enfin en tout cas le président, donc les centristes, une partie de la gauche, etc., tous ceux qui ont appelé à la reconnaissance de l'État de Palestine ont validé le crime contre l'humanité comme une méthode politique qui permet de peser dans le débat et d'obtenir des avantages et des gains. À partir du moment où on fait ça, on a livré son propre peuple à la violence. Et aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne peuvent plus représenter ni une force de protection, ni une force d'avenir. Et que ce faisant, n'avoir pour seul discours mais les autres vont être pires, en fait, ça ne peut marcher quand on vous crédite encore d'une capacité à faire ou d'une capacité à incarner. Quand vous avez tout trahi, en fait, quand vous dites mais les autres vont être pires, les gens vous regardent et vous dites mais comment? C'est Vous pas nous avez possible. abandonnés, vous Mm. ne nous défendez plus, vous êtes en situation d'échec sur toute la ligne, l'hôpital, la sécurité sociale est en train de se planter, on n'a jamais eu des résultats aussi mauvais sur l'éducation nationale, la désindustrialisation, on n'a pas réussi à lutter contre, on est en train de s'effondrer, et en matière de recherche et d'innovation, on est des buses. Et quand on a un secteur qui fonctionne, on le vend. Ouais, c'est clair. C'est clair. Comment voulez-vous que les gens disent qu'ils vont faire barrage, ils vont faire barrage à qui, pourquoi, en donnant le pouvoir pour faire quoi? Comme Complètement. aucune de ces réponses ne peut être bien convaincante, eh bien voilà, et il n'y a pas à hurler, il n'y a pas à insulter les Français. Il suffit de regarder ce qui s'est passé ces dernières années pour comprendre pourquoi ce vote s'oriente de cette manière-là. Complètement. Vous parliez du fait que l'Europe et les États-Unis n'ont pas assez défendu Israël. Alors laissons les États-Unis de côté, ils ont leurs propres problématiques, pardon. Mais en Europe, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait d'une rue arabe en fait en Europe et des dirigeants qui finalement ont peur qu'il y ait des émeutes dans les banlieues? Est-ce que c'est pas aussi un moyen de pression d'une certaine immigration de masse, et bien finalement au cœur même de nos pays? Oui, c'est évidemment un moyen de pression, c'est évidemment une des peurs principales des gouvernants, puisque regardez déjà lors des émeutes urbaines, ils ont montré à quel point ils étaient terrorisés et à quel point intervenir pour contenir ces personnes-là, en fait, était fait avec énormément de prudence. On a peur d'aller trop loin, on a peur de susciter une révolte plus importante. Alors à ça, il y a plusieurs explications. La première chose, c'est que par exemple, les gilets jaunes ou les agriculteurs, ce ne sont pas des gens que l'on estime potentiellement disposants ou étant susceptibles d'avoir à disposition des armes de guerre. Il se trouve que pour les renseignements, ils savent qu'il y a des liens entre islamistes et toutes les activités liées au trafic de drogue. Mais pour l'instant, ceux qui s'occupent de trafic veulent avoir les mains libres. Et même s'il y a des liens, voilà, chacun gère son business dans son coin. Ce dont ont peur les gouvernants, c'est en fait d'une bascule, autrement dit, que les gens qui s'occupent de trafic de drogue finissent par basculer dans l'activisme politique parce que ça devient identitaire, parce que ça devient existentiel et parce que ce ferment existe. Et à ce titre-là, oui, ils ont raison d'avoir peur, mais il y a peut-être quelque chose qui est douloureux, c'est que moi, par exemple, j'ai des copines qui sont d'origine arabo-musulmane. Il n'y a pas plus laïque, il n'y a pas plus bouffeuse d'imam. Elles ont des gamins, ils sont top. Et elles vont me dire, à juste titre, en disant, mais tu comprends, il faut quand même vraiment continuer à faire la distinction islamiste et musulman. Elle me dit, oui, dans des pays musulmans qui ne sont pas islamistes, oui, il y a des incompatibilités de fond sur le lien à la citoyenneté. Et la première, c'est le refus de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc ça, elles l'entendent parfaitement, mais elles ont choisi.
elles ont choisi, oui, C'est l'un, là. parce qu'il y a des hommes aussi, ils ont choisi en fait de vivre à l'occidental et ils pensent pour des tas de raisons que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux, pour leurs enfants. Et ça les empêche pas des fois d'être croyants ou de pas l'être. Enfin, ils ont le droit d'être, pour que moi aussi je suis pas croyante et pourquoi pas. Et voilà, on a toutes ces réalités aussi qui font que il y a à la fois une peur de désigner et puis il y a cette volonté aussi de dire mais il y a des gens qui sont en train de payer un prix qu'ils ne méritent pas de payer. Sauf que aujourd'hui, l'influence des islamistes, on le mesure sur la population standard, autrement dit d'origine arabo-musulmane, et on peut juger qu'ils ont un peu plus de 50% de cette population dans l'ensemble sous influence. Parmi cette population, leur influence grandit et atteint quasiment 70% sur un certain nombre d'items qui sont quand même des items dont le pouvoir de démarcation est très fort chez les jeunes. Et tous les items se font sur une logique séparatiste, sur une logique de distinction et de distinction parce que l'autre est sale. Parce que la distinction haram-halal, licite, illicite, propre, sale, pur, impur. Quel lien vous pouvez avoir avec des gens qui sont impurs parce qu'ils mangent, qui sont impurs par ce qu'ils écoutent, qui sont impurs par leurs références culturelles, et cela à tous les niveaux. Aujourd'hui, la société halal, c'est pas une manière de tuer un animal, c'est la volonté de distinguer le musulman du reste du monde dans tous les secteurs de son activité. Et c'est quelque chose d'extrêmement discriminant et de très violent pour celui qui n'est pas musulman. Et cette logique-là, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas, parce que si on veut trier le bon grain de livret, il va aussi falloir que les personnes d'origine arabo-musulmane acceptent un certain nombre de discussions, acceptent aussi de se positionner sur un certain nombre de faits, de revendications. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal. Mais à côté de ça, vous prenez par exemple le combat que mènent les Iraniennes. Alors c'est vrai que les Iraniennes, elles ne peuvent pas piffrer les islamistes. Mais voilà, on voit bien que on peut venir la Perse et l'Occident, c'est pas la même chose, mais on peut venir d'endroits du monde très différents et se rejoindre sur un certain nombre d'aspirations communes. Ce qu'il faut quand même ne pas perdre dans l'idée, c'est le fait que ce qui fait la société française, ce qui est censé faire la société européenne est partageable. C'est pas lié à une couleur de peau, c'est pas lié à un lieu de naissance. Et ce désir-là et ce partage-là, on peut l'avoir. Et c'est là où le fait de ne plus s'aimer ou de ne pas savoir quelles sont les beautés de sa civilisation vous désarme complètement parce que même les gens qui vous rejoignent, quand ils vous voient en train de vous cracher dessus vous-même, que voulez-vous qu'ils fassent? Derrière eux, ils savent que ceux qui arrivent, c'est pas les états d'âme qui vont les empêcher d'aller au bout de leur délire. Tout à fait. Et on avait un témoignage, on a un témoignage sur la chaîne de Claire Koch Ah qui nous oui. racontait justement ça. Un témoignage très touchant. Et en plus, la jeune femme est adorable. Pour de vrai. Complètement. Pour terminer cet entretien, Céline Pina, est-ce que vous voyez des possibilités finalement de nous en sortir? On a bien compris, vous pensez que les civilisations sont mortelles, on le pense tous, on le sait maintenant, on va dire. Est-ce qu'on a des raisons d'espérer? Est-ce qu'on a des possibilités d'action quand on est un simple citoyen? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut... bref, comment essayer d'être productif, positif et constructif dans un tel marasme? On a des raisons d'espérer, oui, parce que je vous ai dit, je pense que la majorité des gens sont conscients et eux ont envie qu'on sorte justement de ce marasme et de choses beaucoup plus claires. Les premières façons, en fait, de combattre, ça commence par l'ouvrir. Ça commence par arrêter d'accepter quelqu'un qui vous parle de génocide. Hmm. Et c'est le confronter et on n'est pas obligé d'être agressif. La première confrontation, c'est: «Ah bon, mais c'est quoi pour toi un génocide? Ah bon, mais est-ce que tu sais, combien il y avait, d'habitants avant? Combien sont morts? Est-ce que tu sais quels sont les ratios avec lesquels,
on juge de la violence d'une guerre ou pas? Est-ce que en étant et d'aller pas se confronter aux radicalisés, d'aller se confronter déjà à notre jeunesse qui avale aujourd'hui de la propagande et la recrache avec une bêtise et une énergie, l'énergie de la jeunesse justement, et qui mériterait peut-être que on la considère comme suffisamment intelligente pour pouvoir entendre la vérité. Parce que là, aujourd'hui, on a l'impression qu'on considère que nos gamins sont tellement cons qu'ils ont le droit d'être antisémites parce que vous comprenez, ils sont naïfs. Ben non. En Mhm. fait, on peut tout à fait dire à quelqu'un, tu vois, je t'aime énormément, mais là, ce que tu fais, c'est mal. Ouais, complètement. Et jouer son rôle d'adulte. Moi, je me souviens, j'ai été très conne quand j'avais 20 ans. J'étais bien militante, hein. J'aurais probablement, des fois, je me dis, est-ce que non, je pense pas, parce que j'ai un lien très fort à la Deuxième Guerre mondiale et notamment à l'histoire d'Anne Frank. Et donc, je pense pas que j'aurais fait ça. Mais admettons, peut-être j'aurais pu me Mhm. retrouver là-dedans. Mais à l'époque où j'ai grandi, il y avait des adultes qui m'auraient dit ce que tu fais, c'est mal, qui m'auraient raconté des histoires, qui m'auraient confronté à mon ignorance, qui m'auraient peut-être apporté leur connaissance également, une fois après m'avoir confronté à ma bêtise. Aujourd'hui, on a des adultes qui s'écrasent devant des gamins, on a des présidents de la République qui s'écrasent devant des hymnes à laine, et on a des juges qui ne font pas leur boulot. Je rappelle que les gens qui hurlent Intifada à Paris appellent en fait à des équivalences du 7 octobre, et que tout cela passe crème, et que même quand ça passe devant les juges, c'est à peine condamné. Je rappelle qu'on a un certain nombre d'articles 40 et de signalements qui ont été faits sur des élus de la République, la plupart LFI. Les plaintes ne sont pas instruites. Quand, pour aller chercher des poux dans la tête au moindre type de droite, il faut croire que le parquet a des autoroutes, et puis le reste du temps, tout est bouché. Bref, il y a un moment où, voilà, on n'est jamais complètement désarmé. Le premier outil qu'on a, c'est le bulletin de vote. Complètement. Et peut-être que, oui, aujourd'hui, arrêter de faire barrage à... s'il y a un barrage à faire, il est envers LFI. S'il y a des gens qui aujourd'hui portent les marqueurs de l'extrême droite, ils sont à l'extrême gauche et chez les islamistes. Donc même si vous voulez faire barrage à l'extrême droite, c'est à LFI, aux islamistes qu'il faut faire barrage. Donc euh, arrêtez de voter bêtement et par culpabilité. Osez faire passer des messages en votant. Deuxièmement, osez vous exprimer, ne laissez pas les gens raconter n'importe quoi. Troisièmement, soyez exigeants envers vos journalistes, soyez exigeants envers vos hommes politiques. Ils doivent être les premiers à avoir un rapport à la vérité. Si vous acceptez qu'il n'ait pas de rapport à la vérité, alors... donc oui, ça demande un peu de courage, ça demande d'aller à la confrontation, mais quand les temps sont durs, on n'a pas tellement le choix. Et la dernière chose, peut-être apprendre à se connaître, à connaître notre histoire, Mhm. et savoir que ce qu'on a construit civilisationnellement, bien sûr, c'est pas parfait, mais peut-être avoir juste cette petite chose en tête. Euh, oui, l'égalité homme-femme, par exemple, ça sera toujours un objectif. Et on peut nous rétorquer aujourd'hui, il y a des hommes qui traitent mal les femmes, il y a des femmes qui sont moins payées que les hommes pour le même boulot, etc., etc. Mais je vous garantis que la condition de la femme dans les pays qui affichent l'objectif d'égalité dans la citoyenneté n'a rien à voir avec les conditions de la femme là où elle est considérée comme une propriété ou comme une sous-citoyenne. Et c'est le cas de la plupart des pays dans le monde. C'est notamment le cas de quasiment des pays maghrébins. C'est le cas d'un certain nombre de pays en Asie, etc. Regardez la condition des femmes là-bas, regardez la condition des femmes en Occident, et dites-moi si nos principes et nos idéaux ne changent pas concrètement le réel. Ils ne le rendent pas parfait, ils ne sont pas transposés tels quels, mais ils agissent, ils changent, et pour les destins individuels et collectifs, ça fait une vraie différence. Donc arrêtez de vous faire retourner le cerveau par des gens qui vous disent, vous n'êtes pas parfait. Ils ne le sont pas plus que vous, nous ne le sommes pas, mais ce que nous avons créé comme modèle de société sont parmi les meilleurs qui ont été créés aujourd'hui. Donc, on peut les parfaire, mais on peut déjà en être fier. Et surtout, euh, conserver cet état d'esprit, parce que
Même si les civilisations peuvent mourir, elles peuvent aussi renaître. Mais écoutez, sur ce magnifique message envers notre civilisation, eh bien ça nous remet un peu de baume au cœur pour essayer de la défendre. Donc merci beaucoup Céline Pina, merci du temps accordé et merci de nous avoir expliqué tout ça. Merci Cyril.